à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission avec mon invité que vous pouvez retrouver d'ailleurs au musée Grévin, 11e française préférée d'après le sondage du JDD en janvier 2021. Elle a longtemps été la dame en rouge, la maturité ou l'évolution l'ont changé, nous le verrons. Mais elle a toutefois conservé sa liberté de ton incisif et toujours avec une fine analyse. Une humoriste aujourd'hui, mais pas que, pour parler de son spectacle Tout va presque bien, actuellement en tournée. L'occasion d'aller voir comment ça va dans la vraie vie d'Anne Roumanoff. C'est en direct aujourd'hui sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Anne Roumanoff. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi. Une observation avant de démarrer cette émission avec vous. Vous n'êtes plus en rouge, ni la tenue, ni les cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un changement de vie et puis c'est comme si c'était mon ancienne identité, le rouge, donc j'ai envie d'aller vers autre chose. Et vous voyez, c'est moi qui le porte aujourd'hui, c'est un petit clin d'œil pour vous. Anne Roumanoff, on commence dans cette émission toujours par le début, alors on y va. Vous êtes née le 25 septembre 1965 à Paris, sous le signe de la balance, ce qui nous fait un point commun. Vous avez désormais tant d'années, mais vous avez l'air d'avoir 45 ans. Est-ce que l'âge est un sujet ? Oui, quand même, parce que on a un certain âge. Alors vous avez dit mon âge, mais en même temps c'est sur Wikipédia, donc. J'ai pas dit. J'ai dit tant d'années. Oui, non, mais de toute façon les gens ils savent compter quand même. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je sais pas si c'est un sujet. En vérité, plus j'avance en âge, mieux je me sens. Donc je trouve ça plutôt sympathique, ça. Donc vous le vivez très bien et nous aussi on le vit très bien. Revenons au début alors si vous voulez bien Anne Roumanoff. Vous êtes la fille de Daniel Roumanoff, auteur d'origine juive russe et de Colette Roumanoff, née Kassou, d'origine juive marocaine, écrivaine, directrice de la troupe de théâtre qui porte son nom en résidence au Théâtre Fontaine. Vous êtes l'aînée d'une famille de 4 enfants, Catherine, Valérie et Patrick et vous. Et très tôt, à l'âge de 12 ans, vous prenez vos premiers cours de théâtre au cours Simon avant de migrer au cours Florent. Est-ce que c'était évident pour vous, fille d'artiste finalement ? Non, c'était pas. Mes parents n'étaient pas vraiment des artistes en fait. Non, c'était pas évident. C'est vraiment un désir qui est né. C'est un désir personnel en fait. C'est moi qui ai pris l'initiative. Ça a même commencé à l'école primaire parce qu'il fallait choisir. Après, j'étais pas sportive, mais il y avait piscine, foot, ping-pong, expression théâtrale, et j'avais choisi expression théâtrale. Mais bon, donc j'avais 8 ans en fait quand j'ai pris des premiers cours de théâtre, mais c'était pas vraiment des vrais cours. Mais après, il y a eu un vrai. Je sais pas, en fait, j'ai eu un déclic. Un soir, il y avait un ami de mes parents qui était là, il a imité Louis Jouvet à l'époque, et puis Michel Simon, et moi j'ai dit je peux faire des imitations, et j'ai fait des imitations de Sylvie Joly, tout le monde a rigolé, et lui m'a dit tu devrais prendre des cours de théâtre. Mais c'est comme une petite graine qu'il a plantée dans ma tête, parce que c'était peut-être l'été, et dès le mois de septembre, à l'époque c'était les pages jaunes de l'annuaire, et j'ai cherché le cours Simon sur les pages jaunes, c'était aux Invalides, j'ai téléphoné moi-même, j'y allais toute seule en métro, je revenais, donc j'allais tous les mercredis au cours Simon. C'est un cours de théâtre pour enfants. En 1982, après des études secondaires au lycée Carnot, à 17 ans, vous intégrez l'Institut Sciences Po à Paris. Je crois que vous y tenez, vous aimez bien qu'on dise ça. Et en mai 86, vous en sortez diplômé dans la section politique, économique et sociale. 4 mois plus tard, vous écrivez vos premiers sketchs et participez à des scènes ouvertes. C'est l'appel de la scène et le au revoir au monde politique à ce moment-là ? Alors, j'ai jamais été attirée par la politique. En fait, Sciences Po, c'était vraiment un processus d'élimination parce que j'aimais pas les maths, j'étais nulle en maths. Les maths ne m'aimaient pas. Et puis après, j'ai fréquenté très jeune les cours de théâtre. Donc, j'ai toujours été avec des gens un peu plus vieux. À 12 ans, j'étais avec des gens de 14 ans. À 14 ans, avec des gens de 16 ans. Donc, je suis passée au cours Simon pour adolescents. Après, au cours Florent pour adolescents. Et donc là, et même pour adultes, l'année du bac, j'étais avec des gens qui avaient peut-être 20-25 ans, en fait. Et moi, j'avais 17 ans. Donc, je voyais très bien que c'était aléatoire, le métier de comédien, qui galérait. Il y en avait qui étaient vendeuses de chaussures, babysitter. Et moi, j'étais très angoissée de pas gagner ma vie. Donc, en fait, avoir un diplôme, pour moi, c'était une sécurité. Et donc, j'aimais bien l'histoire, le français, et je détestais les maths. Donc, à Sciences Po, ça tombait bien. À part les maths, il y avait d'autres choses à choisir à part Sciences Po. Vous auriez pu faire toute autre chose, finalement. Donc, Sciences Po. Oui, mais j'ai toujours été attirée. Je m'étais toujours dit que mon plan B, si j'arrivais pas à être comédienne, c'était journaliste, parce que j'adore poser des questions aux gens, je suis curieuse. Et donc, Sciences Po aussi, c'était bien pour être journaliste. Donc, exactement.
Exactement, j'allais vous en parler. Et alors après de nombreux échecs, vous échouez au conservatoire une fois, à l'école de la rue Blanche 3 fois et à de nombreux castings. Mais avant de finalement connaître le succès en 87, lorsque vous devenez une invitée régulière de l'émission La Classe sur France 3, vous avez gardé un souvenir de cette époque avec Fabrice. Lequel était-il ? C'est l'équivalent finalement d'On ne demande qu'à en rire de l'époque, quoi. Oui, enfin, c'était quand même pas évident parce que c'était très macho. Il y avait très peu de femmes. Et il y a quelques femmes qui étaient un peu comme, c'est méchant ce que je veux dire, mais un peu des objets sexuels, parce qu'il y avait des danseuses, on va dire, qui étaient là pour faire joli, se trémousser et tout. Et des humoristes femmes, il y en avait très peu. Il y avait Michel Larocque, mais elle avait déjà une espèce d'autorité, de classe naturelle, donc on lui foutait la paix. Et moi, c'était plus compliqué. Mais vous étiez toute jeune, donc se retrouver j'étais très très jeune. J'avais même pas 22. Ouais, j'avais même pas 22 ans. Je connaissais rien. Je suis passée direct de Sciences Po à la classe et c'était pas le même univers. J'étais avec des hommes qui étaient vraiment plus vieux, qui avaient roulé leur boss, certains un petit peu cyniques. Après, ils étaient pas méchants avec moi, c'est pas ça. Mais disons que j'ai découvert tout d'un coup, en fait, le showbiz, la rivalité, les relations. Et puis, il y avait le fait que j'étais une femme où les gens, d'ailleurs, enfin, je dirais pas de nom, mais ils comprenaient pas pourquoi j'avais du succès, en fait. C'est-à-dire, parce que très vite, en fait, j'ai été au Blanc-Manteau, j'ai eu la chance, le premier spectacle que j'ai fait, j'ai rempli la salle tous les soirs. Bon, alors, je passais à la télé, ça aidait. À l'époque, il y avait pas beaucoup de chaînes de télé, mais quand même. Il y avait plein de gens qui comprenaient pas pourquoi j'ai tout de suite accroché le public. Et comment vous l'expliquez ? Je sais pas. Vous n'avez jamais su ? Non, je sais pas. Bah, tant mieux, je m'en réjouis. Mais je veux dire, j'ai jamais su pourquoi mon premier spectacle avait tout de suite marché. Non, je sais pas. Ben, c'est peut-être le talent, j'ai envie de dire, Anne Romanoff. Il y a de ça aussi, quelque part. Hein ? Oui, peut-être. Mais il y a des gens qui ont du talent et qui réussissent pas. Hein. Et comme il y a des gens qui ont du talent et qui réussissent très bien. Comme vous aussi. On est d'accord. Donc à 23 ans, vous investissez le Café-Théâtre des Blancs-Manteaux, vous l'avez dit, avec votre premier one-man show Bernadette Calme-toi, durant 9 mois, suivi du spectacle Je bosse comme une folle. J'ai pas une minute à moi, c'est du délire. Depuis ça, vous n'avez plus jamais arrêté. Près d'une vingtaine de spectacles entre semi-stand-up et one-man show, à l'Alhambra, Bobino, Bouffe Parisien, Casino de Paris, Olympia, Palais Royal et des tournées un peu partout dans le monde. Est-ce que vous aimez toujours autant ça, Anne Romanoff ? Alors aujourd'hui, vous êtes sur scène, vous me direz pas non, mais foncièrement, dites-nous la vérité. Oui, et le confinement a été très intéressant pour ça parce que j'ai été privée de scène comme tous les artistes. Et je n'étais absolument pas en dépression. Vous l'avez bien vécu, vous, ce confinement ? J'ai pas bien vécu, mais j'étais à la radio tous les jours. Et puis j'ai créé une association, donc j'étais extrêmement accaparée par l'association. Ça a pris des proportions incroyables. J'avais des Zooms tous les jours. C'était moi la directrice, toujours d'ailleurs, mais à un moment, j'avais 50 personnes en Zoom. Enfin, c'était un truc de dingue. On envoyait des équipements, au début des masques, des gants, des surblouses aux soignants dans toute la France qui n'en avaient pas. Et en fait, la scène ne m'a absolument pas manqué pendant cette période. Et je pense que j'avais le contact avec le public tous les jours à la radio. Donc du coup, je suis arrivée, quand j'ai repris la scène, ça devait être en juillet-août, au Cap d'Agde, je pense en l'été 2020, je me suis demandé, vraiment, je vous jure, je me dis, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça ? Vraiment. Je suis arrivée, je me suis dit, ça ne m'a pas manqué, peut-être que je n'ai plus envie de faire ça. C'est ça. Mais par contre, dès que je suis arrivée sur scène, la réponse était là. Était oui. Ah oui, c'était non, mais c'était pas oui, c'était oh oui. Comme quand on retrouve un truc qui m'a manqué, mais j'étais pas en manque. C'est-à-dire, j'ai pas eu besoin, comme d'autres artistes, de faire des vidéos tous les jours pour voir. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas parce que vous étiez occupé. C'est vrai que quand enfin, il y avait quelques secteurs qui étaient un petit peu épargnés par ce confinement. C'était les médias, les métiers de l'information, les médecins. Donc forcément, vous n'avez pas, vous, ressenti ce manque. Non, mais c'est vrai que j'ai eu une interrogation. Et dès que j'ai été sur scène, j'ai fait ah oui. Enfin. Et après, ça a repris. Après, ça s'est re-arrêté. Voilà, j'ai dit merde, moi. Et maintenant, je trouve qu'avec mon équipe de régisseurs, on a changé d'attitude. C'est-à-dire qu'avant, j'ai toujours fait beaucoup de spectacles en tournée et il y avait pas, on n'était pas blasés, mais on disait encore un spectacle et tout. Et là, vraiment, surtout à la reprise, on était là, oh, un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un émerveillement qui s'est recréé, quoi. C'est exactement ce que me disait Gad Elmaleh qui était sur votre siège, dans votre siège il y a quelques jours. Il me disait les applauses ne sont pas les mêmes.
Alors, non, je n'ai pas remarqué. Chez vous? Mais vous ressentez peut-être quand même pour lui, mais pas pour moi. Non, cet émerveillement particulier qui n'était pas le même d'avant. C'est surtout question de dire que les gens sont contents de retrouver... Alors ça, oui, l'accueil du public, quand on a repris, c'est vrai que c'était particulier. Maintenant, je trouve que c'est passé. À part que les gens ont des masques dans la salle, on est presque pareil qu'avant, quoi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, je me dis, mais mon Dieu, mais quelle chance de faire ce métier, quelle chance que les gens viennent, quelle chance de pouvoir dire ce que je veux sur scène, parce que je pense de plus en plus que vraiment la scène, c'est un des derniers espaces de liberté totale, quoi. Parce qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Et le confinement a aussi aidé à alimenter le spectacle que vous intitulez « Tout va bien et maintenant tout va presque bien ». On va en parler dans quelques secondes. Mais d'abord, je voulais revenir avec vous sur la radio, Anne Roumanoff, parce que la radio et vous, c'est aussi une longue histoire. Est-ce que d'abord, ça vous fait plaisir d'être devant un micro aujourd'hui ? Oui, mais alors, je ne veux pas dire ça non plus. Oui, mais non. Non, si. Mais la radio ne me manque pas du tout. C'est-à-dire, j'ai fait une émission quotidienne, etc. Quand ça s'est arrêté, j'étais pas très contente. Mais en fait... ça ne me manque pas. C'est bizarre. C'est incroyable. Mais parce que vous êtes occupée. Et en fait, je pense que c'est vraiment la scène, quand même, mon élément fondamental, quoi. Eh bien, alors parlons de cet élément fondamental, Anne Roumanoff. Vous l'avez dit, vous avez divorcé en 2016, je crois. En 2019, vous en avez fait un livre, pardon. Et vous avez été mariée pendant 25 ans. Et depuis, vous êtes mise au sport. Vous avez fait de la chirurgie esthétique un peu. Quoi ? C'est ça ? En fait, la chirurgie esthétique. C'est pas vrai ? Non. Ok, j'ai cru. Non, j'ai cru que vous aviez dit ça dans la presse. Eh ben, ça a été écrit, mais c'est faux. Alors, en tout cas, voilà, vous avez fait comme vous l'avez dit. J'ai fait blanchir mes dents, mais c'est pas de la chirurgie esthétique. Oui, c'est vrai. Vous me l'avez dit tout à l'heure, ça vous a fait passer un cap. Vous avez passé un cap du côté de la couleur de cheveux. Vous avez évolué. Il y a une évolution physique chez vous. Il y a sûrement des femmes qui nous écoutent dans cette situation-là, qui sont en plein divorce, par exemple. Je sais que vous, ça vous a fait du bien. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer ? Alors déjà, je conseille pas aux gens de divorcer. Non, mais il y a des gens dans cette situation. Non, mais c'est une épreuve de la vie de divorcer quand même. Donc et puis peut-être que ça peut faire du bien, mais dans un premier temps, on est comme secoué dans une machine, comme toutes les épreuves de la vie. On est secoué dans une machine à laver en position essorage. C'est pas du tout confortable. Après, je pense que de toutes les épreuves de la vie, quelles qu'elles soient, si on est aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, et qu'on se pose des questions et qu'on réfléchit à la vie, il peut sortir des choses positives. On peut en sortir grandi. Mais il faut pas commencer à souhaiter avoir des épreuves pour c'est pas non, bien évidemment, elles arrivent seules. Mais vous dites dans votre spectacle, et j'en parle parce que vous démarrez par ça, vous dites le divorce c'est ma recette pour rajeunir. Je dis pas comme ça. Non, je dis pas comme ça. Non, c'est pas formulé comme ça parce que ce serait trop frontal. Non, c'est pas comme ça. Et puis je veux dire, il y a des gens pour qui c'est un drame, donc. Non, en vérité, c'est des événements qui vous arrivent, c'est ce qu'on en fait aussi. C'est-à-dire comment on les transforme. Mais il y a quand même des événements qui sont plus ou moins heureux que d'autres quand même. Quand on dit aux gens, c'est une épreuve, tu vas en sortir grandi, mais quand on a un deuil horrible, on vous dit ça, c'est un peu difficile parfois de voir où est le positif, quoi. Alors justement, on va en parler longuement. On va parler de votre spectacle, de la version revisitée de votre spectacle Tout va bien. Vous passez en revue ces derniers mots. Le vaccin, le pass sanitaire, le politiquement correct, les cookies, la voyance, les femmes divorcées, Jean Castex et plein d'autres choses. Bande annonce. Jean Castex, il y a ce petit accent qui fait tout passer quand il nous avait dit il y aura peut-être un reconfinement au niveau régional. Ça sent le rosé, le marché de Provence, le melon. Adopte un mec Tinder mythique, il suffit d'un cliquet, tu niques. Vous allez rencontrer une artiste vêtue de multicolores. Une assez belle femme. Oui, c'est vrai. Dans les 35, 40, 50. Et que le prochain mec qui va se pointer, faudra pas qu'il nous fasse chier. Incisive, Anne Roumanoff. Est-ce que c'est ça qui vous qualifie à votre sens ? Je sais pas. En vérité, je pense que dans mon humour, il y a à la fois de la lucidité, c'est mordant, et il y a aussi beaucoup d'humanité. Donc en fait, quand j'interprète un personnage, souvent quand je fais un sketch, c'est des gens qui m'énervent au départ, mais quand je deviens eux, je me transforme en eux même quelques secondes, en fait j'apprends à aimer ces gens. Donc ça démarre chaque sketch d'un énervement, et après ça me permet de comprendre la personne de l'intérieur, en fait. Et c'est ça que j'aime dans mes spectacles. J'aime bien faire rire les gens, bien sûr, et ils viennent pour ça, mais c'est aussi
élargir enfin, c'est un peu bizarre, mais un peu élargir l'esprit des gens, que tout d'un coup, par exemple, quand ils croisent ce type de personnes, ils se disent, ah oui, mais je sais pas, changer la perception des choses aussi. Il y a beaucoup de choses qui vous inspirent, notamment les sites de rencontres. Alors j'imagine que vous avez fait cette expérience ou pas, ça vous allez nous le dire, mais ça vous inspire énormément. Et justement, dans la perception des choses et des gens que vous avez, c'est intéressant de voir ce côté assez sociétal aussi. Mais de toute façon, mes sketchs sont toujours très imprégnés de l'époque actuelle. Après, le but, ça n'a jamais été de raconter ma vie sur scène. Je suis quelqu'un d'assez pudique et même si je peux parler de choses personnelles, en fait, je prends, par exemple, quand j'étais enceinte, j'avais fait un sketch sur les femmes enceintes. Après, j'ai fait un sketch sur les devoirs, sur les enfants qui dormaient pas la nuit. Donc, je m'inspire de ce que je peux vivre, mais c'est pas le but en aucun cas de raconter ma vie. C'est de prendre dans mon expérience qui peut toucher le maximum de gens, quoi. Vous parlez aussi de votre liberté retrouvée, que vous savourez, mais on veut toujours vous présenter quelqu'un. Petit extrait. Moi, depuis que je suis séparée, il y a des phrases que je supporte plus d'entendre, et notamment cette phrase. Ça doit pas être évident d'arriver à se reconstruire après toutes ces années. Pourquoi j'ai l'air en travaux? Non, mais on dirait que quand t'es divorcé, tu fais peur aux femmes en couple. Mais moi, le mec de mes copines ne m'intéresse absolument pas, après tout ce qu'elles m'ont raconté sur eux. C'est vrai que les mecs bien sont souvent pris, mais les mecs pris sont pas toujours bien. Et un mec pris qui veut te prendre, c'est vraiment pas quelqu'un de bien. Sans compter tous ceux qui insistent lourdement pour te refourguer leur fin de série. Faut qu'on lui présente Jean-Paul, tu vas adorer Jean-Paul. Oh, mais c'est un mec génial. Il a un super boulot, il a un bel appart, il a plein d'amis, il gagne bien sa vie. Pourquoi il est tout seul alors? C'est une observation incroyable, ça, Anne Roumanoff. Quand on se retrouve célibataire, en effet, on veut toujours nous maquer avec quelqu'un. Cette observation, vous l'avez faite dans la vie, ça, dites-le nous. Oui, bien sûr, mais non, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui m'ont présenté des gens, en fait. Mais, non, mais c'est des choses, c'est des choses qu'on m'a racontées, c'est des copines. Et ce qui me plaît aussi dans ce sketch qui parle des relations amoureuses, c'est qu'il y a j'ai un public de tous les âges et il y a des filles de 25, 35 ans qui me disent qu'elles vivent la même chose. Bien en fait. sûr, c'est pas bien une sûr. question d'âge. Ah non, c'est pas une question d'âge, même si vous dites de façon très drôle, après 40 ans, c'est un peu des profils de deuxième main, je crois, mais avec de l'expérience. Et ça, dans votre spectacle, c'est toujours, les gens rigolent énormément de ça. Il y a aussi d'autres choses qui vous inspirent. Et alors ça, je m'y attendais pas du tout. C'est les voyants. Vous faites une voyante avec un accent délirant sur scène. Vous le faites beaucoup trop bien. Est-ce que ça aussi, c'est pas tiré de quelque chose de vrai? Ah oui, ça, clairement, j'ai été voir beaucoup de voyantes dans ma vie. Ah, c'est vrai? Oui. Et donc, en fait, oui, j'amortis toutes les séances de voyance que j'ai faites. Mais c'est aussi, ce personnage, c'est un ancien sketch que j'ai refait. Et c'est vraiment un moment du spectacle que moi j'adore en fait, parce que en plus elle fait vraiment, maintenant elle fait beaucoup de fautes de liaison. Vous n'êtes pas assez attentif. Et en fait, ça me fait. Et hier, par exemple, j'ai joué à Aix-les-Bains et il y avait un mec, chaque fois que je faisais une faute de liaison, il était explosé de rire. Et non, mais c'est un moment en fait d'interaction, parce que je fais monter un homme sur scène et finalement je lui fais raconter sa vie. Vous voulez qu'on l'écoute? Ah, si vous voulez. Allez, on y va. Je vois quand même votre Émilie avec des valises. Ah. Pas sous les yeux, des valises à la main. Vous avez un voyage de prévu? Pas encore. Non, parce que je vois beaucoup de valises. Oh, je vous rassure tout de suite, Steve, j'avais mal vu. Vous êtes derrière les valises, vous les portez. Il s'agit d'un déménagement. Vous allez déménager près d'un point d'eau. Quand je dis de l'eau, ça peut être aussi bien la mer qu'un fleuve, qu'une rivière, qu'un étang ou qu'une flaque d'eau. Alors ce passage-là, il est incroyable. Puis après, vous continuez, on va pas tout mettre, mais vous parlez de numérologie aussi. Ça, franchement, vous êtes très forte. On sent que vous y êtes sensible parce que quelque part, il y a encore une moi, fois je du vécu. suis sensible à tout ce qui est un peu ésotérique. Ouais, enfin après, je suis pas non plus. Mais par exemple, si on me dit un tel est formidable, je vais aller le voir. En fait, j'ai cette curiosité-là. Donc, et parfois, j'ai eu la chance de rencontrer des gens étonnants, quoi. Et alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on vous dit parfois, vous vous rendez compte que après, ça le marche? danger des voyants, voilà,
ça. C'est que en fait, mettons, vous annonce 10 choses, il y en a 3 qui sont vraies, donc on va penser que les 7 autres sont vraies, et pas forcément. Et Dieu merci, on peut pas prévoir l'avenir. Après, c'est vrai qu'on porte en soi l'énergie de son futur. C'est-à-dire que si vous êtes complètement comme ça, et ben, même moi, quand je vois les gens sur scène, je devine des choses sur eux sans qu'ils me le disent, en fait. Et surtout que là, en plus, je fais une voyante qui pose des questions. Je dis, vous avez une femme actuellement, oui. il y a un E dans son prénom, oui. et comment elle s'appelle? Donc, voilà. Et vous lui dites que vous avez souffert dans votre enfance. Ouais. Et Alors, quand ils me disent non, je dis mais si, moi je vous le dis, vous le savez pas. Et en fait, il y a toujours ce côté-là où les voyantes, finalement, ce sont des gens qu'on ne connaît pas et qui prétendent mieux connaître votre vie et votre futur et votre passé que vous, en fait. Et finalement, on donne le pouvoir à une personne. Et ce qui est très drôle quand même, là, ça c'est vraiment de l'influence des gens, c'est quand je leur dis, par exemple, vers la fin, je leur explique qu'il y a un homme qui va rôder autour de leur femme et tout ça, et ben je vois les mecs, ils savent très bien que je suis pas une vraie voyante, ils savent qu'ils sont sur scène, mais non, ils sont flippés. Il y en a même parfois, ils jettent un coup d'œil inquiet vers leur femme, jaloux, alors que c'est pas vrai, quoi. C'est fou, ils sont tentés d'y croire, c'est ça. Alors vous jouez avec votre public, on le voit notamment dans le passage qu'on vient d'entendre, mais aussi dans un autre passage où vous avez des commandements que vous leur faites répéter. Vous faites répéter des termes à ne plus employer concernant les discriminations, les minorités, le sexisme. C'est assez drôle puisque vous vous moquez de l'humour politiquement correct. En fait, j'explique voilà, qu'est-ce que c'est l'humour politiquement correct et jusqu'où on peut aller. En fait, on peut plus aller nulle part. On peut plus aller nulle part. Et donc, je leur fais répéter et intégrer ce que c'est l'humour politiquement correct. En faisant ça, est-ce que vous voyez des clivages politiques dans votre public ? Non, pas dans ce sketch-là. Je le vois plus vers la fin du spectacle où j'ai une fin où je rends hommage à mes origines, à mes grands-mères et aux prénoms étrangers. Et j'ai un passage qui moi m'émeut et certaines personnes, mais bon, il est un peu anti-Zemmour, on va dire. Et ça dure quoi? 2 minutes, c'est la fin du spectacle. Et après, les gens se lèvent. D'accord? Parce que c'est la fin du spectacle et que les gens se lèvent, mais je vois de temps en temps des gens qui sont les bras croisés qui ne se sont pas levés. Non, je ne me lèverai pas après ce qu'elle a dit. Alors qu'en fait, je ne dis rien. C'est la pensée, en fait. C'est un message d'humanité, d'amour. Voilà, d'amour des différences, de respect, et juste ça en fait. Mais ça dure quoi? 2 minutes. Et donc je vois parfois, je dis, dans ma tête, je me dis, toi tu votes Zemmour, mais bon, voilà. Ça vous permet de le voir. Alors je crois qu'il y en a un qui vous manque, c'est François Hollande. Non, il me manque pas. Mais non, pas du tout, il me manque pas. Mais François Hollande, quand on dit son nom sur le public, je le cite, je crois, 2-3 fois dans le spectacle, ça déclenche beaucoup de rire parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une dimension comique, en fait. Tout à fait. Et qui est très drôle dans la vie. Il paraît. Qui est très drôle. Oui, je vous le confirme parce que beaucoup de journalistes politiques me l'ont dit. Et il y a aussi quelqu'un dont vous vous moquez et c'est assez hilarant. Je ne dis rien. On écoute. Là, je dois avouer, mon ministre préféré en ce moment, celui que je mets au-dessus de tout le monde, c'est Christophe Castaner. Déjà, rappelez-vous, au moment des Gilets jaunes, le mec, il va en boîte de nuit, il danse, ça arrive, il boit, ça arrive à tout le monde, il embrasse une autre femme que la sienne, ça arrive. Mais il a pas vu les caméras, tout le monde filme, il a pas pensé que... Non, il a pas pensé. Puis c'était pas un petit smack qu'il a fait, c'était vraiment la soupe de l'angle. Moi, je vous dis franchement, j'aimerais pas rouler une pelle à Castaner. Hein. Attends, il pratique tellement la langue de bois, j'aurais peur d'attraper une écharpe. Hein. Alors, c'était l'époque où Castaner était ministre et vous en parliez dans cette capture, cette captation qu'on m'a envoyée. Castaner, vous ne le manquez pas. C'est drôle finalement parce que c'est resté une boutade de cette histoire qui pour l'époque. Ça, c'est vraiment un passage que pour le coup les gens savent plus, ils ont oublié. Donc c'est la partie où je commente l'actualité à la fin du spectacle. Elle évolue beaucoup en fait. Oui, vous la faites évoluer en fonction de l'actualité à chaque fois. Et puis là, j'ai quand même tout un passage aussi sur les masques, sur le gel, sur les vaccins, sur les autotests, sur tout ça, quoi. Et les gens rient beaucoup à ça. Et vous parlez aussi des puissants de la com. Vous parlez de Macron et de sa com. Vous comparez volontiers avec les femmes qui font leur com sur les réseaux sociaux. Vous vous moquez aussi des nouveaux termes pour communiquer. Et ça vous a inspiré puisque vous avez réinventé la Marseillaise, je crois. Mm-hmm. Vous voulez bien nous faire un petit bout? Oh non, mais je chante faux. non, je sais pas ça. C'est vrai. Bon, alors on viendra voir le spectacle pour ça. Vous taillez aussi le costard de Laetitia Hallyday, toute peine
Eric alors ça, Salaire. non, mais ça pareil, ça y est plus non plus. Il n'y a plus dans le Non, spectacle. pas du tout. C'est vilain. J'ai pas la mise à jour. Vous parlez en tout cas de beaucoup de choses et beaucoup de phrases touchantes où vous dites sans la richesse du cœur, on est pauvre d'esprit. Vous savez pourquoi les Français mettent des gilets jaunes? Parce qu'ils se prennent pour des lumières. Vous dites aussi de Bouddha, c'est François Hollande sans les cheveux, mais avec un vrai projet. C'est assez marrant. Et je remarque dans ce spectacle une petite influence. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous a potentiellement inspiré quand vous faites notamment des petits accents, des petites choses? Non, je sais pas. Eli Kaku. Il y a beaucoup d'Eli Kaku chez vous, notamment quand vous faites cet accent du Sud. Enfin voilà, on ressent dans ce spectacle cette petite nuance. Et je vous avoue que ça m'a fait très plaisir, moi, de retrouver ça, parce que c'est quelqu'un qui manque beaucoup et qui a ce facteur très convivial, très voilà, qu'on aime énormément. Donc voilà, je voulais vous dire j'aimais beaucoup Eli Kaku, petit coup de cœur. Ce petit coup de cœur. Est-ce que vous avez été influencé par quelqu'un dans votre carrière, en particulier Anne Roumanoff, ou pas du tout? Je pense vraiment Sylvie Joly, parce que c'est le côté, enfin, elle avait un sketch qui s'appelait Le Cinéma, où elle faisait plusieurs personnages de classes sociales différentes qui parlaient du même thème, et ça m'a vraiment beaucoup fascinée. Après, oui, j'imagine peut-être Zouk aussi un petit peu au début, mais je pense qu'après le plus important c'est de trouver sa propre identité en fait, donc se démarquer. Et parfois je suis un peu gênée quand je réécoute, surtout quand je faisais la snob au début, mais quand j'avais 22 ans, j'avais vraiment pompé sa snob à elle. Alors c'était pas les mêmes mots, mais c'est vrai que j'admirais tellement que je faisais un peu les mêmes accents, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, vous êtes bien vous, Anne Roumanoff. Je rappelle, en tournée pour votre spectacle Tout va presque bien. Et vous serez notamment à Bobino le 14, 15 et 16 mai. Ça fait du bien de vous retrouver sur la scène. Allez, on continue à parler avec vous et de vous dans cette émission Anne Roumanoff. Je le rappelle, avec vos goûts culturels qui en disent long sur vous, sur notre antenne, dans quelques minutes sur l'antenne de Radio J. Mais tout de suite, le rappel des titres.